Nous nous dirigeons vers la permanence d'Oli Bianchi, maire candidat socialiste aux prochaines élections municipales de Clermont-Ferrand, et nous allons lui demander quelle vision il a des médias. Que faire face à un avenir économique assez incertain? Que faire face aux pressions politiques et aussi agressives, verbales que subissent les journalistes? Et également des sujets comme comment lutter contre la désinformation et plein d'autres sujets, vous verrez. Tout ça, tous ces éléments de réponse sont à retrouver dans cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais que vous réagissiez sur une étude de la Fondation Jean Jaurès en 2025, où 83% des sondés affirment consulter des médias locaux pour se confronter à des avis pluriels. Mais toutefois, on remarque quand même que la consommation de l'information passe davantage sur les réseaux sociaux et moins sur les médias locaux, alors que les réseaux sociaux sont quand même confrontés à des bulles de filtres, des chambres d'écho qui, on va dire, renferment la variété du débat démocratique. Est-ce que vous pensez que cette place croissante des réseaux sociaux dans le fait de se renseigner sur l'information est un problème majeur que le pouvoir politique de se saisir? Alors, en général, durant toute l'histoire, sur les questions des innovations intellectuelles, il y a toujours des gens qui disent ça va être terrible après, ça va être la fin de l'histoire, etc. Or, au contraire, elles peuvent avoir des effets bénéfiques, l'imprimerie par exemple. Moi, je ne suis pas de ceux qui jettent toute la totalité des réseaux sociaux dans un coin négatif. Par contre, l'usage, la réglementation, les compréhensions de l'écosystème réseau social est absolument indispensable pour bien comprendre d'où l'on vient et qu'est-ce qu'on a. La presse d'opinion, je le disais, elle a existé. Mais quand on la lit, on sait ce qu'on lit et d'où on le lit. L'Humanité, La Croix, Libé, Le Figaro, c'est pas la même chose. Mais par contre, on sait ce qu'on a et on sait à peu près dans quel référentiel idéologique on se situe. La réalité aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est qu'on ne sait pas toujours qui est derrière, comment. Donc, pour moi, c'est plutôt un usage critique et c'est peut-être là que la presse peut jouer un rôle, c'est d'être elle-même un outil critique par rapport aux réseaux sociaux, donnant des clés à voir, des clés à comprendre, décodant les réseaux, décodant le système des algorithmes, tout ce qui fait qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont une forme intéressante mais particulière du vecteur de l'information. Pour rebondir sur le fait que les médias locaux sont, on va dire, des éléments pour le débat démocratique, il y a eu un bon exemple récemment avec Emmanuel Macron qui a fait un tour de France avec les rédactions locales. Il aurait dû venir à la montagne en décembre, finalement ça s'est pas pu. Est-ce que les médias locaux sont des vrais intermédiaires dans le débat démocratique? Quel rôle faut-il leur fournir? Alors d'abord, il y a peut-être un sujet qu'on aurait pu dire aussi tout à l'heure, c'est il y a certainement des approches générationnelles qui restent à affiner. C'est-à-dire que, par exemple, la PQR écrite, elle est certainement très lue encore dans des populations vieillissantes, dans des populations plus rurales. Elle l'est certainement moins chez les très jeunes urbains de 18 à 20 ans. Donc, la PQR, elle joue encore un rôle. C'est les radios de proximité, les radios tout ce qui est dans le territoire offre une possibilité de comprendre et donne à voir l'actualité locale. Et donc, les gens sont très friands. On sait que les chaînes, par exemple, très locales, ont longtemps fonctionné. Elles avaient des taux d'écoute assez importants, même si ça ne couvrait pas l'économie générale de l'affaire. C'est d'ailleurs une des problématiques. C'est-à-dire que toute cette presse régionale ou locale, elle a encore aujourd'hui économiquement des difficultés, mais en même temps, elle est encore très lue, très regardée et très observée comme étant finalement vue près de chez soi. Et du coup, il faut qu'elle arrive à trouver un modèle économique, c'est notamment pour la presse écrite, pour qui c'est très difficile, un modèle économique. Et du coup, elle joue aussi sur les réseaux sociaux. Elle joue et elle essaye de trouver, donc ça a des effets. Ça a des effets par exemple sur le titrage, qui n'est pas toujours qui ne retranscrit pas toujours la réalité de ce qu'il y a écrit dans le texte, parce que le titre doit être une accroche, parce que ça va faire du clic et ça va faire de l'économie. En même temps, elle ne peut pas tout mettre en libre service, donc tous les papiers ne sont pas lisibles en intégralité, parce qu'il faut bien renvoyer sur l'objet initial qui est le journal écrit. Donc on sent bien qu'il y a des expérimentations, on sent bien qu'il y a des difficultés, on sent bien qu'il y a des questionnements, et il me semble que la période électorale qui vient, c'est une période qui va être un accélérateur. Quand je dis période électorale, je compte la municipale et la présidentielle, c'est-à-dire les 2-3 ans qui viennent, vont être un accélérateur de la redistribution
de la place du monde de la presse et du monde du journalisme dans la sphère de l'opinion publique. Sur ce thème-là, on peut aussi aborder la relation de confiance entre les médias locaux et les citoyens. Il y a un baromètre de la Croix qui sort chaque année sur cette confiance entre citoyens et médias locaux, qui a, on va dire, obtenu l'élément de réponse du fait que la majorité, on va dire la moitié des sondés, considèrent que les médias locaux subiraient des pressions politiques. Est-ce que vous pouvez confirmer ou alors rétorquer cette crainte ? D'abord, ça s'inscrit globalement dans une méfiance sociétale sur tout ce qui relève des autorités institutionnelles reconnues. Alors, évidemment, on a mis en cause les politiques, on met en cause les intellectuels, on met en cause les médecins sur le vaccin. Donc, c'est pas très surprenant qu'on mette en cause les journalistes. Donc, toutes les paroles officielles, en quelque sorte, sont aujourd'hui extrêmement mises en tension par des gens. Alors, il y a la frange extrême, c'est les complotistes. Puis il y a aussi tous ceux qui se disent, dans un vieux fond un peu anarchiste, individualiste. Bon, de toute façon, tout ça, c'est des propos tenus par des journalistes, donc c'est pas très sérieux. Ensuite, la réalité de la pression. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a des hommes politiques, c'est documenté, qui ont pu avoir un rôle lourd sur les presses locales, notamment à travers un système qui est très connu pour les journalistes, c'est celui de l'annonce légale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de, comment dirais-je, avoir une relation pas tout à fait, comment dirais-je, saine du point de vue du journalisme. C'est la possibilité de faire passer toutes les annonces au marché dans le journal. Si vous privez un journal de ça parce que vous seriez en désaccord avec la ligne, ça a des conséquences économiques importantes. Donc, ça a été documenté. Pour ma part, il se trouve que je suis très attentionné à la liberté de la presse. Je n'ai jamais demandé une correction, demandé une réécriture, demandé une relecture. Jamais. Et venez vous renseigner auprès des rédacteurs qui reconnaissent que, de ce point de vue-là, j'ai été extrêmement précautionneux pour deux raisons. Parce que, en fait, je pense que des fois, il y a des articles qui me plaisent, des fois, il y a des articles qui ne me plaisent pas, ça s'appelle la démocratie. Je suis pas chargé, c'est pas mon journal, c'est pas le journal de l'Église, pas le journal de la mairie, pour ça, il y a des magazines. Ceux-là, ils sont relus par le maire et on a évidemment un contrôle, sauf pour la partie des tribunes de l'opposition, où elles sont évidemment retranscrites telles quelles. Mais la presse, elle est indépendante et elle doit être absolument indépendante du pouvoir politique. Il faut donc une sorte d'autocensure ou d'autorégulation de la classe politique elle-même, qui doit accepter le jeu démocratique. Et dans le jeu démocratique, il y a une presse libre. C'est dans les pays autoritaires qu'on corrige les journalistes et qu'on corrige les papiers. Quand je dis corrige, c'est bien au sens du terme. Sur une pression qui peuvent subir les journalistes, c'est les procédures bâillons qui sont engagées à l'encontre des journalistes pour les faire taire sur un sujet, pour évoquer la censure. Est-ce que Clermont-Ferrand doit soutenir publiquement des journalistes qui seraient victimes des procédures bâillons ? Moi, ça me gênerait pas. On a souvent soutenu des journalistes qui sont mis en difficulté à l'étranger. Ça nous est arrivé, notamment avec Reporters sans frontières. Pas tout à fait le même sujet, mais c'est pour dire que, à partir du moment où on considère que des journalistes mis en danger et acteurs de la démocratie, donc devant être protégés à ce titre de journalistes, parce que ça fait partie comment dirais-je, des éléments de doctrine de la démocratie, c'est presse libre, liberté de s'exprimer, d'enquêter, à partir du moment où les méthodes sont elles-mêmes honnêtes et vérifiées, évidemment, la presse doit avoir toute l'attitude. Et si des journalistes s'avèrent être mis en danger localement pour ces questions-là, je trouverais tout à fait normal que la ville, à travers son maire, exprime un soutien clair et net. Ces pressions peuvent même aller jusqu'à des agressions physiques et verbales. Ce fut le cas en janvier, lors d'un tribunal. Un homme a attaqué des confrères de France 3 Occitanie. Quel, on va dire, engagement peut prendre la métropole Clermont-Ferrand pour protéger ses journalistes ? À protéger, c'est pas trop le travail de la ville, plutôt les forces de l'ordre, dans certaines situations. Par exemple, les tribunaux, par exemple, les réunions publiques qui seraient difficiles. Il faut évidemment que les journalistes bénéficient de tout ce qui peut relever de la protection des personnes. Par ailleurs, ici, je crois qu'on n'est pas encore arrivé à de telles extrémités, tant mieux. Ensuite, si ça s'avérait possible, il faut que le maire soit, comment je pourrais dire,
un maire qui affirme des valeurs, mais comme si un élu d'opposition était agressé, comme si un juge était agressé, au même titre que les autres, les journalistes doivent avoir bénéficié de la protection de la nation quand ils sont mis en grand danger. Les journalistes peuvent exercer leur métier grâce à des médias qui sont soutenus économiquement. Il y a différentes aides qui sont distribuées, que ce soit à travers l'État ou la municipalité. Je parle de l'État parce qu'il y a des aides qui sont diminuées par rapport au précédent budget. Est-ce que pour vous, vous considérez que cette baisse est logique ou est-ce que vous préférez au contraire que ces aides soient augmentées, voire stabilisées? Non, mais d'abord, il y a une tradition qui fait que c'est le ministère de la Culture, d'ailleurs, et de la Communication qui est financeur d'un certain nombre de groupes de presse. C'est très clairement affiché, on le sait, tout le monde est réparti. Ça me paraît assez logique. Évidemment, je souhaiterais que ça soit pas diminué. Et là, on est dans des situations budgétaires où tout le monde, à part l'armée, en gros, fait des efforts à l'éducation nationale. Donc non, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle dans un moment où justement se joue l'avenir de la presse, mais peut-être on y reviendra au regard des rapports avec les réseaux sociaux. Et donc, dans la campagne, je me rends bien compte que la presse peut perdre du terrain sur les choses. Quant à la ville, elle aide plutôt moins en subvention qu'en annonce légale et en prise de page quelquefois pour la publicité sur des dispositifs. On l'a jamais vraiment diminué. Nous, on s'attelle à être dans la grande répartition, c'est-à-dire de prendre dans tous les types de médias, y compris des médias indépendants encore plus, je dirais, autonomes, des petits magazines, quelquefois gratuits, etc. On n'a jamais vraiment baissé là-dessus. Mais c'est évident que si nous avions, comme beaucoup des difficultés budgétaires, on baisserait d'abord la communication avant de baisser les investissements dans les écoles, par exemple. Et donc, si on baisse la communication, là, pour le coup, on viendrait impacter les financements dont vous faites référence. Pour évoquer des ingérences étrangères qui peuvent bousculer le débat démocratique. Ce fut le cas en Moldavie et en Roumanie pour les présidentielles. Toutefois, les municipales françaises sont touchées puisque l'ONG Reporters sans frontières a identifié en 2025 plus que 80 sites, articles, on va dire, qui ont utilisé des sujets complotistes pour diviser, pour tromper la population française. Quels moyens faut prendre pour lutter contre cette désinformation, cette corruption du débat public? C'est très important, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Moi, il me semble que dans l'évolution globale de la presse, les 3 années qui viennent vont être assez essentielles. Et à travers elles, d'ailleurs, l'évolution de notre démocratie, et même l'évolution de ce qu'est faire de la politique. Nous sommes rentrés dans une période où la vérité alternative, le complotisme, les complots internationaux, les boots, les usines de fake news sont très fortes. Et on sent bien que ça va être tenté sur les municipales pour voir ce que ça peut faire à l'échelle locale. On a vécu ici des alternatives. D'ailleurs, quelquefois, les élus eux-mêmes s'y prêtent allègrement en reprenant des choses, sans sourcer, en étant finalement dans des comparatifs de chiffres qui n'ont pas de sens. Et puis, il va y avoir le grand moment des présidentielles qui sera sûrement un moment très fort. Si nous ne décidons pas collectivement que nous devons protéger notre démocratie et notamment les vecteurs des médias pour se donner l'assurance d'avoir un débat objectivé, alors nous allons vers une catastrophe. Alors les mesures à prendre, d'abord, il y a des mesures de l'État et des puissances publiques qui doivent, les tribunaux, mettre à jour, au jour plutôt les manœuvres, les manipulations. Il faut que les journalistes eux-mêmes soient vigilants. On a vu, par exemple, des médias en ligne reprendre sans aucune, comment dirais-je, reconnaissance de dette, des articles de journalistes professionnels transformés, mélangés avec du fake. Il faut faire très attention à ça. Et puis, il faut que les journalistes, peut-être, se créent presque une rubrique, en fait, qui peut parler concrètement, débunkage, ou nos amis des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il y a une compétition d'information. On ne peut pas nier entre ces réseaux sociaux, et notamment dans les 18-25 ans. Donc, si la presse ne décide pas de traiter les élections avec un sérieux et une capacité à analyser les choses, alors elle va vers de grosses difficultés. En clair, la presse, elle doit, par exemple, décortiquer les programmes des candidats et pas simplement commenter
ce que nous-mêmes lisons de nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Parce que sinon, c'est de faire de la caisse de résonance, d'une manipulation, de communication. C'est-à-dire, moi, je fais bien la différence entre la communication et l'information. La communication, c'est notre job, parce que nous essayons de faire advenir notre réalité. Mais la presse, elle fait pas la communication, donc elle doit pas reprendre les éléments de la communication des candidats. Elle doit les analyser, les décortiquer, les critiquer. Et elle doit le faire avec une équivalence entre tous les candidats. Et c'est de là qu'elle va redevenir utile et relue. Pour ça, il faut des journalistes spécialisés. Et pour qu'il y ait des journalistes spécialisés, c'est vrai que c'est plus facile au Monde, c'est plus facile au Figaro, c'est plus facile à la Croix, c'est plus difficile dans les PQR. Parce que les budgets sont compliqués, les effectifs se sont contraints. Moi, j'ai connu une presse locale qui avait des spécialistes du sport, des spécialistes de la culture, des spécialistes de la politique, et des gens qui ne faisaient que ça. Et qui donc avaient le temps, en dehors de l'enquête, et du papier, de rencontrer les réseaux concernant et d'avoir une opinion et d'être finalement des passeurs entre ce monde qu'ils étudiaient ou qu'ils analysaient et les citoyens. Aujourd'hui, tout le monde fait tout. C'est-à-dire qu'un journaliste de PQR, pour être honnête, il va passer de la fête de la châtaigne dans un village et il doit être 2 heures après à une cérémonie d'hommage aux pompiers, puis ensuite il rencontre un élu sur les politiques de logement qu'il ne connaît pas lui-même, donc les questions peuvent être comment dirais-je, à ses limites. Et c'est pas, je fais pas un procès de journaliste, je dis que le modèle économique aujourd'hui fait qu'ils n'ont pas ce temps-là pour devenir des gens qui creusent les sujets, les dossiers avec sérieux. La place de l'information, c'est un très bon débat et ça tombe bien puisqu'il y a quelques années, les états généraux de l'information ont été convoqués. Pour rappel, c'est une assemblée citoyenne tirée au sort qui a pu échanger sur la place de l'information et qui a pu aboutir sur plusieurs mesures. Je voudrais vous interroger sur 2 notamment. La première, c'est sur le renforcement de l'esprit critique pour les élèves à l'école primaire et au collège et le fait de leur faire confronter et consulter des sources d'information. Tout ça a pour but de lutter contre la désinformation. Et comment cela peut se passer? Ça peut se passer au niveau des cours, par exemple l'éducation morale et civique, mais aussi à travers l'intervention de professionnels de l'éducation aux médias et à l'information, l'EMI, parce que déjà des employés, des professionnels de l'EMI interviennent déjà dans des collèges, dans des écoles primaires. Est-ce qu'il faut encourager ce développement? Absolument. Il faut le faire sur la radio, il faut le faire sur l'éducation à l'image. Il y a aussi des acteurs qui aident à ça, parce que l'image aujourd'hui, ça va être un enjeu majeur avec les limitations de l'IA. Il va falloir que les gamins découvrent, et les vieux aussi, parce que nous, on va être pas préparés à ça, et qu'on puisse avoir l'œil exercé, à comprendre ce qui est de l'ordre de l'image réelle, de l'image transformée ou manipulée. Et c'est important parce que aujourd'hui, les techniques sont encore au niveau 0, donc on le voit assez vite. Mais la vitesse à laquelle ça a progressé en 2 ans, projetons-nous dans 5 ou 6 ans, quand on nous au moment des présidentielles, je suis sûr qu'on voit les différences entre les vraies vidéos et l'IA. Et du coup, il y a l'éducation à l'image, l'éducation aux médias radio, l'éducation à la presse écrite. Et donc, moi, je pense qu'il faut que les professionnels puissent intervenir. Je pense qu'il faut renforcer ces collaborations avec les équipes pédagogiques, avec les enseignants. Alors, il y a un travail qui a été fait. Hein, les enseignants d'histoire géo, notamment, sont sensibilisés à ces questions. Mais moi, je pense qu'il faut le faire avec des professionnels. Donc, c'est presque des conventions qui devraient se mettre en œuvre entre l'éducation nationale, les rectorats et les établissements et évidemment les ressources médias et journalistiques du territoire. Localement, d'ailleurs, il y a des journalistes qui se mettent à faire l'école du micro. Je ne vais pas citer les noms parce que si je vais aider certains et pas d'autres, mais il y a des journalistes qui se lancent aussi dans cette partie de leur profession qui est finalement l'éducation aux médias. Et la deuxième mesure, c'est la labellisation des médias. C'est un concept qui a été repris aussi par Emmanuel Macron il y a de ça quelques mois. C'est-à-dire pour objectif de convoquer une réunion de professionnels des médias, des journalistes, qui auront pour objectif de garantir la déontologie pour les médias d'information face à ceux qui ont un but commercial et ceux qui désinforment. Est-ce que vous retenez cette idée? Moi, tout ce qui va dans le sens d'une régulation entre les médias qui seraient, qui respecteraient des formes de charte déontologique professionnelle et ceux qui sont n'importe quoi va dans le bon sens. Il faut juste faire attention quand même à une limite et que il ne faut pas qu'on retombe dans un journalisme ou dans des médias qui seraient institutionnels ou officiels. Il faut d'abord être sûr qu'on leur rende pas service. Et finalement, le RTF, c'est loin quand même. Hein. Donc, moi, je n'aspire pas à ce qu'on revienne à ce genre de choses. Donc, je pense qu'il faut manier cette idée, je comprends bien, mais toutes les idées de protection face aux réseaux sociaux sont à la fois des bonnes et des mauvaises idées. Il faut
bien vérifier jusqu'où on va. Par exemple, moi, je ne crois pas que l'interdiction des réseaux sociaux des enfants soit obligatoirement la meilleure des solutions. Moi, je me souviens que quand vous n'avez pas la télé, je crois que j'ai fait partie de ces générations où il pouvait y avoir des familles qui faisaient le choix beaucoup de ne pas avoir de télé. Bah, quand vous aviez jamais vu la télé jusqu'à 18 ans et que tout d'un coup c'était la liberté, votre capacité à comprendre l'outil, voire à ne pas en user et en abuser parce que vous aviez été privé, n'était pas, et j'ai des exemples personnels autour de moi, n'était pas extrêmement, moi je fais partie de cette génération des enfants de la télé, comme on dit, et du coup j'en ai un usage quand même raisonné maintenant par expérience aussi de jeunesse. Donc c'est pas en cachant les problèmes, c'est pas en interdisant qu'on va réguler ou résoudre notre souci. Donc les mesures de protection, de charte, de renforcement des précautions déontologiques, les questions d'indépendance économique, parce qu'elles ne sont pas derrière, elles sont importantes, ok. Les limites et les curseurs de tout ça sont à manipuler avec attention pour pas tomber vers ce qu'on appellerait une information institutionnelle d'État, qui, de toute façon, les gens se réfugieraient vers d'autres médias. Regardez dans les régimes autoritaires le rôle des réseaux sociaux comme étant des rôles de liberté. Parce que en Iran, en Chine, ça peut être des espaces de liberté parce que la presse, elle est muselée. Donc voilà, j'en appelle à une relation modérée, mais moi je suis toujours un peu comme ça, complexe. Et pas simplement le tout réseaux sociaux qui est aujourd'hui chez certains dramatique, mais le tout anti-réseaux sociaux qui au fond aurait des résultats néfastes également. Merci beaucoup, Olivier Bianchi, pour cet échange. Merci à vous, c'était intéressant que dans la campagne, on ait le temps de prendre cette réflexion un peu sur les médias, parce que je pense que c'est une question, c'est une matière qu'on fréquente, avec lequel on travaille, et de temps en temps prendre le temps de l'analyser, c'est important. J'espère que les autres candidats se prêteront à votre interview. Merci à vous. Merci.